La FEP-CFDT a renouvelé son équipe lors de son congrès en avril dernier. Et donc, je suis dorénavant Valérie Ginet, secrétaire générale. Autour de moi, quelques membres de la commission exécutive. Damien Gillot, en charge notamment du supérieur, dont il vous parlera tout à l'heure, mais surtout de la politique éditoriale. Jessica Bertrand, qui s'occupe de tout ce qui concerne le travail, la protection sociale, la transition écologique et toutes les questions autour du travail. Sylvie Lelocco, qui s'occupe de nos champs de droit privé. Vous savez que la FEP-CFDT couvre les agents de droit public que sont les enseignants des établissements privés sous contrat, mais on couvre aussi tous les personnels de droit privé du champ des établissements privés non lucratifs, de l'enseignement privé indépendant, des organismes de formation et de l'enseignement agricole également, et même les maisons d'étudiants. Donc ça, c'est Sylvie Lelocco. À côté, Nadia Klesbeck, qui, elle, a en charge le premier et le second degré, tout le droit public. Et notre trésorier, ici, Emmanuel Alves. Voilà. Avec moi aussi, aujourd'hui, pour cette conférence de presse, Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP, pour évoquer en détail le baromètre sur le moral des enseignants du privé, une enquête qui a été commandée par la FEP à l'IFOP. Voilà. Je vais dans un premier temps introduire, évoquer brièvement notre positionnement, nos axes revendicatifs de cette rentrée scolaire 2025-2026. Ensuite, avec Frédéric, nous évoquerons les explications de ce baromètre. Nous vous présenterons le baromètre et puis, au fur et à mesure, je déroulerai les revendications de la FEP à la lumière aussi du baromètre. Nos revendications ne sont pas déconnectées de l'état des enseignants qu'on a constaté. Dans un troisième temps, Damien Gillot vous informera sur l'actualité du supérieur privé, qui nous occupe beaucoup en ce moment, parce qu'il y a une forte actualité. Et je ferai ensuite un état des lieux de l'enseignement de l'EVARS, dont la mise en place dans les établissements privés nous semble difficile. Et c'est ensuite que nous répondrons bien sûr à toutes vos questions. Voilà, alors je commence par introduire brièvement. On a eu à cette rentrée une circulaire ministérielle qui affichait des ambitions louables, lutter contre les inégalités, renforcer l'inclusion et la mixité sociale, mais la FEP-CFDT constate un décalage majeur entre les objectifs et les moyens mobilisés. Par exemple, il est fait état de médecine scolaire. Il y a d'ailleurs eu les assises de la santé scolaire dont nous avons été exclus pour les discussions et auditions qu'il y a eu. Et dans le privé sous contrat, la médecine scolaire est quasi absente. Les psychologues scolaires dépendent des diocèses ou des établissements, ce qui entraîne de fortes disparités. Il y a des établissements qui ont des personnels périscolaires et des établissements qui n'ont rien. Donc c'est difficile de mettre en œuvre des mesures quand les moyens ne sont pas présents. Enfin, on a vu que la ministre reprend l'idée du choc des savoirs. Nous rejetons depuis le début le choc des savoirs qui stigmatise les élèves. Nous rejetons les groupes de niveau qui multiplient les évaluations inefficaces et fragilisent la liberté pédagogique. Le contexte budgétaire annoncé par le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, en juillet, a bloqué toute revalorisation et a rendu caduque nombre d'éléments de cette circulaire, qui est réduite à un texte d'affichage. Et sans moyens, les ambitions resteront des déclarations vides, voire injustes. La conférence de presse de rentrée de Madame Borne a annoncé des mesures supplémentaires qui nous posent des interrogations en termes d'une part d'organisation du travail. Et il y a une sorte d'empilement des tâches, c'est-à-dire la veille de la rentrée,
on ajoute toutes sortes d'agendas à une rentrée qui est déjà préparée, à des enseignants qui ont déjà préparé leurs cours, leur progression. Et donc, ces changements de dernière minute désorganisent complètement le travail des enseignants. On a eu aussi suite à cette conférence de presse, des interrogations sur l'application réelle de ces mesures dans les établissements, surtout privés. La formation à l'intelligence artificielle, la santé mentale, je vous en parlais tout à l'heure, le plan FIEMAT, voilà, comment est-ce que ça va être mis en place dans le privé? Autre élément important de cette conférence de presse, la réforme de l'évaluation. La ministre a annoncé la généralisation de plans locaux d'évaluation d'ici les vacances de la Toussaint, qui vont préciser les notes prises en compte pour le bac et Parcoursup. Alors, nous partageons à la FEP un objectif de lisibilité. Hein. Ce n'est pas toujours très clair, les notes du bac. Mais nous alertons sur d'abord un timing irréaliste et des risques d'écart entre les établissements. Un plan local d'évaluation, justement, c'est local. Et nous demandons un référentiel national, une co-construction de la formation, un suivi et puis du temps pour mettre les choses en place. Par ailleurs, limiter à un demi-point l'intervention des jurys pour l'obtention du bac est présenté comme une exigence qui confine à la punition. Il faut réduire l'arbitraire, parce qu'il y a une part d'arbitraire dans les notations, mais il faut vraiment que ce soit encadré, qu'on ait des critères clairs, une transparence, une traçabilité, la communication aux familles et le droit au recours. Et puis, on a ce sentiment aussi que vraiment de se baser sur de vouloir réformer l'évaluation sans avoir réformé auparavant tout ce qui mène à l'évaluation, c'est faire les choses à l'envers. Voilà, c'est une logique que nous ne reconnaissons pas comme étant valable. Alors, je vais parler un peu du climat scolaire, de la sécurité dans les enseignants, dans les établissements privés, même si j'en reparlerai après. C'est vrai que cette rentrée, elle se passe à un moment particulier pour l'enseignement privé, puisqu'il y a eu l'an dernier la révélation de nombreuses violences, harcèlement, abus d'autorité, discrimination, pratiques sectaires. On ne peut pas l'ignorer. Et il y a eu une commission d'enquête, d'ailleurs, qui a établi des préconisations pour lutter contre les violences dans les établissements scolaires. Mais on sentait bien quand même que c'était très envers le privé. La FEP-CFDT, nous, à la FEP-CFDT, on soutient le dispositif fait établissement qui est proposé par l'Éducation nationale. Il faut aussi que ce ne soit pas juste un effet d'affichage ou que ce soit juste un protocole de plus. Il faut des moyens pour le mettre en œuvre, c'est-à-dire des inspections, c'est-à-dire de la transparence aussi. Et donc, nous demandons que les syndicats soient associés au protocole de contrôle et qu'il y ait un bilan annuel national. Nous remarquons quand même qu'il y a, je veux dire que ça a eu un effet. Ça a eu un effet certain, au moins sur l'enseignement catholique, mais également dans les autres réseaux. Et que, voilà, ce qu'on disait l'année dernière sur le fait qu'il faut de la transparence pour que ça progresse, bah, je crois qu'on en est parfaitement convaincu et il faut continuer comme ça. Alors, peut-être on va maintenant évoquer le baromètre sur le moral des enseignants du privé. La FEP-CFDT s'est adressée à l'IFOP pour avoir vraiment une idée claire et mesurée de ce que, malgré tout, on suppose et intuitivement, on avait déjà senti dans notre travail syndical. Je laisse la parole à Frédéric. Merci, chère Valérie. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous. Effectivement, je vais vous présenter en plusieurs fois et Valérie réagira à la suite.
une enquête qui a été menée, cet été sur effectivement, vous le disiez, hein, le moral des enseignants du privé. Ce que j'appelle dans mon jargon, une enquête de climat social, hein. C'est comme une enquête interne où l'IFOP, qui fait pas que de l'électoral et des sondages publiés, réalise souvent auprès de métiers, auprès d'entreprises, de secteurs, des enquêtes pour voir, l'état des lieux, du ressenti d'une population à l'égard de son métier. C'est le cas s'agissant des enseignants, du privé. Donc vous allez voir, il y a des indicateurs, que j'appelle RH, ressources humaines. Est-on satisfait de son travail? Est-ce que l'on est motivé? Quid de ses conditions et de sa charge de travail, du soutien, de sa hiérarchie? Et puis des indicateurs, des thèmes plus spécifiques à l'univers scolaire, le rôle, des familles. Jadis, un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, j'avais travaillé sur l'initiative de Ségolène Royal, la semaine des parents à l'école, en 98-99. Voilà, j'ai perdu tous les jeunes, comme ça c'est bien. Et voilà, la question de la présence des parents se pose avec de plus en plus d'acuité. Il y a un livre qui vient de sortir d'un ancien professeur du privé, Mathieu Grimpré, qui s'appelle Bullshit Bienveillance, qui raconte les relations parfois conflictuelles. Donc c'est un sujet pour les enseignants du public, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le privé. Et puis, bien sûr, la question de la violence scolaire dans un contexte, parce que je considère que l'école, publique ou privée, est dans la cité, elle n'est pas, à côté, où la question de la violence, de l'insécurité se pose avec de plus en plus d'acuité. On vient de publier notre enquête annuelle sur les thèmes prioritaires pour les Français. Heu, la sécurité des personnes et des biens, la délinquance, les incivilités se placent en deuxième position des thèmes les plus prioritaires, juste après la santé, et on parlait tout à l'heure de la santé, mentale. Et puis dans cette enquête plutôt, on, on a aussi des indicateurs de projection, vers l'avenir. Alors, je ne sais pas si on peut passer à notre méthodologique. Je me remercie Julie Douette-Guillain qui a mené cette enquête et qui a la gentillesse d'être là aujourd'hui avec moi. On va voir plutôt un tableau plutôt sombre, mais avant la méthodologie. Tout sondage requiert un protocole méthodologique, et c'est une enquête qui a été menée, je vous le disais, au courant de l'été, du 16 juin au 4 juillet, auprès de 700 personnes représentatifs d'enseignants du primaire et du secondaire du privé. Donc c'est une mini France de l'école privée qui a été réalisée grâce à des données que nous a fournies la CFDT-FEP, avec une méthode des quotas en termes de sexe, d'âge, de type d'enseignement, primaire, secondaire, et également, vous y teniez, lycée agricole. Donc on va avoir des résultats, et ils vont être mis en regard parce qu'un chiffre, il faut toujours le comparer par rapport à un chiffre une enquête menée par le passé. C'est un point zéro, mais la CFDT a mené une enquête avec mes collègues et amis de Verian sur les salariés, donc du privé, si je ne me trompe pas. Donc on a quelques points de comparaison. Et puis l'équipe de Julie mène chaque année une enquête qu'on appelle la norme de climat social. Un enseignant du privé, c'est un salarié, c'est comme un autre, donc on pourra avoir des éléments de comparaison par rapport à d'autres catégories, d'autres secteurs, sachant bien sûr, comparaison n'est pas raison, on a une vraie spécificité s'agissant des enseignants. Et je parlais, et vous l'avez dit dans votre propos introductif, Valérie, il y a un contexte d'inquiétude massive, là je parlais des Français, à l'égard de l'éducation, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, hein. Je vous le disais, deuxième enjeu derrière la santé, comme dans les enquêtes qualitatives, hein, c'est-à-dire quand on ne suggère pas de réponse, comme dans un sondage fermé, on fait parler les Français sur l'état de la France, la thématique du déclin émerge extrêmement rapidement. La France qui tombe, la France qui va mal, la France qui subit des chocs. Et très rapidement, quand on creuse, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Très vite, il y a deux institutions en péril qui sont citées: l'hôpital pour la santé, l'école pour l'éducation. Jamais l'armée. Puis je ne parle pas de la crise politique, c'est pas notre sujet du jour, mais en tout cas, voilà, on a un sentiment des Français extrêmement inquiet. On n'a pas publié cette année notre baromètre sur la rentrée scolaire, mais celui de l'année dernière était particulièrement préoccupant, sur le sentiment de dégradation de tous les échelons, sauf la maternelle et le primaire. Non, le primaire a été touché pour la première fois. Donc voilà le contexte dans lequel évolue cette étude, et on va regarder ensemble les principaux renseignements. Et d'abord, des indicateurs, je le disais, qui ne sont pas spécifiques, hein, aux enseignants du privé, sur la satisfaction et le bien-être général. Et un premier indicateur plutôt positif: est-on satisfait ou pas
de sa situation professionnelle. On a, vous le voyez, 8 enseignants sur 10 qui se déclarent satisfaits. Alors toujours, on ne pose pas la question de manière binaire, on essaye de voir les croyants, les très satisfaits et les réfractaires ou les très, déçus, les pas du tout. Bon, on a 22 de personnes très satisfaites. Ça monte à 32 chez les jeunes enseignants. Ça va être on va avoir des résultats plutôt, homogènes selon les catégories, mais du côté de l'âge, on verra parfois des nuances sur la motivation et sur ce type d'indicateurs. Les pas du tout satisfaits ne sont que 8. En Île-de-France, 15. Et comme vous le voyez à droite, par rapport à notre norme IFOP de climat social qui a été menée en avril 2025 auprès de 1305 salariés du public ou du privé, on est à peu près dans les clous, même si symboliquement on est 4 points en dessous. Alors, au cœur de cette satisfaction, là je trouve ça plutôt intéressant, on a l'idée que le travail est une source d'épanouissement personnel. Il y a vraiment cette idée, la vocation du métier, le fait de s'épanouir dans son travail. 86 de nos enseignants sont d'accord avec cette phrase. Je trouve ça très impressionnant. Vous le voyez, c'est 22 points de plus que l'enquête CFDT qui a été menée en mars 2025, je vous en parlais, sur l'état du travail. Et ça, c'était auprès de salariés du privé et du public. Et puis, c'est en décalage quand même relatif avec ce que l'on voit dans de très nombreuses enquêtes, où il y a une sorte de perte de centralité du travail. Vous avez peut-être vu les notes qu'on a faites pour la Fondation Jean Jaurès, où on voit que est-ce que le travail est important dans votre vie? On est passé de 83 dans les années 90 à 79 mais est-ce que c'est très important? On a perdu, je crois, une trentaine de points entre 90 et 2022. Ça a été reposé en 2023. Cette perte de centralité ne se voit pas là, puisqu'on a un score, vous le voyez, des tout à fait d'accord sont 35 7 fois plus que les pas du tout d'accord, où c'est tout à fait marginal. Alors, dernier indicateur de cette première partie, pour autant, et ce n'est pas contradictoire, c'est à côté, on va essayer de réfléchir pour expliquer ce chiffre, un indicateur qui vient nuancer très, très largement cette satisfaction et cette idée que son travail permet de s'épanouir. Est-ce que sa motivation au travail augmente, reste stable ou diminue? Vous le voyez, une petite majorité considère que c'est stable, mais le chiffre majeur, c'est 4 enseignants sur 10 considèrent qu'elle diminue, 39 avec clairement un effet d'installation et d'âge. Quand on a plus de 10 ans d'ancienneté dans le métier, c'est presque un enseignant sur 2. Et les 50 ans et plus, il y en a quand même beaucoup dans l'enseignement public et bien sûr privé, sont 46 et je le répète, ce n'est pas contradictoire. On peut être satisfait de son travail, on peut l'aimer, mais on a une sorte de baisse de la motivation. On l'a vu dans des enquêtes de l'IFOP ces dernières années auprès de personnels hospitaliers. J'ai une enquête, alors le métier n'a rien à voir avec le vôtre, mais auprès des magistrats qu'on avait fait, alors ça remonte à loin, où on avait un niveau de satisfaction qui dépassait 90 un travail jugé passionnant, mais une perte de motivation. Bien sûr, à l'époque, ça ne s'est pas trop amélioré malgré l'augmentation du budget de la justice. Un problème de manque de moyens. Ce chiffre illustre une sorte de paradoxe, je répète, qui n'en est pas un. On peut être satisfait de son travail, mais vivre une sorte de baisse de motivation. L'étape ultérieure, si cet indicateur ne s'arrange pas, c'est que ça va finir par contaminer l'idée que mon travail m'épanouit et l'idée que j'en suis satisfait. Merci Frédéric. Et alors effectivement, ce chiffre est encourageant. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui sont attachés à leur métier. Et ça, c'est quelque chose qui ne se dément pas. Et c'est quelque chose aussi qu'on ressent sur place. Le travail peut être un lieu d'épanouissement, loin de l'image d'aliénation qu'on pouvait en avoir. Et je crois aussi que le fait d'avoir devant soi des élèves, des enfants, engendre un attachement et une empathie qui ne disparaît pas malgré les manques signalés plus loin, de reconnaissance, des conditions de travail dégradées. Il y a toujours une fierté, une grande fierté du travail. On peut noter aussi, malgré tout, et nous, à la FEP, on ne croit pas tellement à cette idée de métier vocationnel, hein, et de moins en moins,
on arrive à l'enseignement par vocation, donc c'est un petit peu un mythe, mais il y a, je dirais, comme dans tous les métiers du care, un attachement, dans les personnels de santé, c'est ça, même s'ils ont des conditions de travail difficiles, bah, ils trouvent que leur travail est important et les enseignants trouvent que leur travail est important. On voit, dans le niveau de motivation, qu'il y a une usure aussi parce que, les fins de carrière, sont difficiles, hein, les personnes dont la motivation diminue, ont, majoritairement 50 ans et plus. Donc c'est peut-être un métier intéressant, c'est peut-être un métier passionnant, mais c'est peut-être un métier qu'on ne peut pas faire, jusqu'à la fin, de sa carrière. Surtout que maintenant la retraite est passée à 64 ans, hein, et c'est une raison de plus d'être contre, l'âge de la retraite à 64 ans, c'est que les fins de carrière sont difficiles. On ne reconnaît pas la pénibilité des métiers d'enseignants, hein, on a changé des métiers d'enseignants, mais je peux vous assurer que, le bruit, d'une classe pendant toute une vie, toute une carrière, heu, pour, ceux qui ont des jeunes enfants, les postures, de se baisser et cetera, ça fait que vraiment on a des enseignants en fin de carrière qui sont fatigués. Nous avons d'ailleurs des revendications pour aménager les fins de carrière, le passage de la retraite progressive, à partir de 60 ans est plutôt une bonne nouvelle et je pense qu'il va être, fortement, préempté chez les enseignants du public puisque, dans notre métier, il y a même beaucoup d'enseignants qui, en fin de carrière, se mettent à temps partiel parce ils ne peuvent plus, avoir, un temps complet, d'enseignement. Donc, voilà ce que je pouvais dire, hem, sur la motivation. Bon. Merci beaucoup, Valérie. Donc deuxième partie qui permet peut-être d'essayer, d'expliquer cet apparent, paradoxe sur les conditions de travail, sur la charge mentale et d'abord, hein, différentes affirmations concernant les ressources à disposition dans son établissement. Alors, d'un côté, on a des résultats qui sont plutôt, encourageants avec près de 3/4, des enseignants qui déclarent: «Oui, je dispose de ressources pédagogiques adaptées à mon, enseignement». La question du soutien, bien sûr, par la direction de l'établissement en cas de difficulté, on a un chiffre également très élevé de 75. Mais je vous arrête là. 75, c'est fort, ça fait 3/4 des personnes, mais je ne me positionne pas, contrairement à d'autres enquêtes, sur une logique électorale où dire, quand on dépasse 50, on a gagné, tout va bien. Je note les 25 d'enseignants qui nous disent, et c'est assez peu il n'y a pas de catégorie qui se distingue, peut-être un peu plus les jeunes que les moins jeunes. 25 qui disent qu'ils ne se sentent pas soutenus par leur direction en cas de difficulté, c'est minoritaire, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup, beaucoup de monde et ça peut se terminer, dans parfois de manière, dramatique. Même si, je vous le répète, on a des bonnes ressources, on est soutenu et les éléments pédagogiques spécifiques à sa disposition sont plutôt satisfaisants. Ça, c'est posé seulement aux 18 qui enseignent dans un lycée, agricole. Pour autant, alors qu'on a un soutien majoritaire s'agissant de la direction de son établissement, ça chute nettement de 13 points quand on passe à sa hiérarchie des inspecteurs en cas de difficulté. Bon, c'est lié à une moins grande proximité, à une moins grande, heu, familiarité et on voit bien à travers cette question, parfois, un problème de soutien, un problème d'accompagnement sur toute une série de thèmes, notamment l'orientation où, je vais oublier ce chiffre de 58 mais m'attacher aux 42 qui disent: «Bah, non, je ne me sens pas, accompagné pour aider mes élèves dans leurs orientations, leur insertion professionnelle». Plus fort dans le secondaire, Parcoursup, hein, on va pas se faire un dessin, on voit très bien le stress que ça crée dans des familles, riches, pauvres, qui ont des bons élèves ou des mauvais élèves avec eux. Enfin, c'est quelque chose qui crispe, beaucoup et puis dernier point sur une autre, dimension, 68 qui considèrent qu'ils ne disposent pas de moyens et de formation pour accueillir des PSH, des élèves en situation de handicap. On a, heu, récemment, mené une enquête ou mené quelques entretiens qualitatifs auprès d'AESH et on voit une souffrance, particulièrement, impressionnante
en termes de manque d'information, en termes d'incapacité à rester avec un enfant sur le long terme. Enfin voilà, il y a des choses qui sont c'est pas notre sujet, mais je tenais à le dire. Alors, je parlais des familles tout à l'heure. On a un chiffre de 43 qui considèrent que les familles s'impliquent plus dans la réussite scolaire de leurs enfants, avec un contact nettement plus, régulier avec Pronote, je ne sais pas si Pronote existe dans le privé, j'imagine que l'équivalent, je ne connais pas son nom, veuillez m'en excuser, mais en tout cas, voilà, en tout cas 43, c'est beaucoup et c'est assez intéressant de voir, je parlais tout à l'heure des réticences au moment de la semaine des parents, à l'école. Il n'y a pas de délégitimation auprès des personnes qui considèrent que les familles s'impliquent de plus en plus à ce que celles-ci le fassent, hein. 88, c'est une bonne chose que les familles s'impliquent dans la réussite scolaire de leurs enfants. Seulement 2 une très mauvaise chose. Il n'y a pas de problème particulier. Donc ce qui peut expliquer cette baisse de motivation, c'est d'un côté, oui, ce manque de soutien et d'accompagnement qui ne touche pas une majorité des enseignants, mais une partie non négligeable, entre un quart et 40-45 et également, surtout, et là on va avoir des scores nettement plus forts, qui sont propres aux enseignants, qui s'inscrivent aussi dans un malaise général du salariat français qui concerne les conditions et la charge de travail. Vous le voyez, hein, les perceptions sont sombres et elles sont massivement partagées. Il y a quelques nuances selon l'ancienneté que je vous partagerai, mais de manière générale, on a un constat unanime. Votre charge de travail a augmenté ces dernières années. On est à 83 et le chiffre qui m'impressionne, c'est les 57 qui disent: «Oui, tout à fait». Donc c'est vraiment quelque chose qui est partagé majoritairement. Le sentiment de stress, alors qui est, plus fort dans le primaire, qui est un peu moins fort chez les enseignants hommes, mais qui est équivalent à ce que l'on perçoit dans notre Normifop 2025. 56 sont stressés dans le cadre de leur travail. Au cœur de cela, une pression accrue liée, aux résultats. Alors la question des familles, on va y venir un peu plus tard à, 60 et puis, c'est une question qui se pose de plus en plus à l'école, comme elle se pose dans le, salariat, l'articulation vie privée, vie professionnelle, le droit à la déconnexion. Une majorité, d'enseignants n'arrivent pas à appliquer ce droit à la déconnexion, donc la préparation des cours, les enseignants qui sont en même temps directeurs d'école, les interactions avec les familles et plus largement encore 73 3 quarts et notamment dans le primaire, plus dans le primaire que dans le secondaire, jugent ne pas disposer d'assez de temps pour corriger et préparer ces cours sans empiéter sur leur vie personnelle. Ça aussi, hein, c'est très spécifique, mais c'est aussi une tendance large du salariat français avec le sentiment de manque de temps, avec une situation un peu meilleure chez les hommes, chez les plus jeunes, très dégradée dans le primaire. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué dans le secondaire. Ce n'est pas le cas. C'est 18 seulement. C'est quand même quasiment 10 points de moins. Et ceux qui ont aussi, hein, ce ventre mou, vous en parliez Valérie, qui ont une quinzaine d'années d'ancienneté, qui approchent la cinquantaine et qui ont plus de difficultés. Sur, les conditions de travail et la charge mentale, c'est d'ailleurs les points qui sont, plébiscités comme les points d'inquiétude, par les enseignants, plus tard dans l'enquête. Mais effectivement, on a, des conditions de travail qui sont compliquées. On l'a vu, l'annonce, de rentrée, c'est de préparer l'orientation à partir de la cinquième, c'est-à-dire ça s'ajoute encore. Sur l'orientation, on a vraiment beaucoup, d'enseignants qui se plaignent à nous de n'avoir pas, la formation, de n'avoir pas la connaissance du marché du travail, suffisante pour, aider les élèves à s'orienter. Et puis, je ne parle même pas de la connaissance de l'algorithme, de Parcoursup, qui est tellement mystérieux qu'on ne sait plus quels conseils donner, aux élèves, pour qu'ils réussissent à passer et arriver quelque part. Donc ça, c'est compliqué. On n'oublie pas que dans les établissements privés, il y a, voilà, il y a pas de psy-EN, il y a pas de spécialiste de l'orientation. Alors il y a des gros établissements riches, qui même, prennent des coachs. Et puis il y a des familles aisées aussi qui prennent des coachs pour leurs élèves, mais est-ce que c'est comme ça qu'on veut, orienter, les élèves? Et
les enseignants, pour pouvoir faire de l'orientation, ils ont besoin de formation et ils ont besoin d'un temps dédié. Parce que si c'est une tâche qui s'ajoute à leur tâche de professeur principal qui est déjà bien complexe, c'est pas possible. Donc vraiment, demander, des choses aux enseignants, de faire des choses en plus qui ne sont pas de leurs, compétences, ça se fait pas sans formation et sans temps du c'est sans temps. On a aussi beaucoup de remontées sur, les difficultés de l'inclusion et on a même eu un débat, important lors de notre congrès, sur cette question d'inclusion. Parce que, bon, pour nous à la FEP, l'intégration des élèves en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers qui sont de plus en plus nombreux, hein. Il y a de plus en plus d'élèves à besoins éducatifs particuliers. On ne veut pas les exclure, bien sûr, ils sont au centre des préoccupations éducatives. Il faut faire des efforts. Il est crucial de renforcer, les ressources allouées pour que tous les élèves et toutes les élèves puissent évoluer dans un environnement inclusif. C'est-à-dire qu'un environnement pédagogique, matériel, heu, immobilier, et i on tient vraiment à garantir ce principe-là et en plus de ça, pour nous, il s'agit de créer, des espaces où la diversité est valorisée comme une richesse, tant pour les élèves que, pour les enseignants et les enseignantes. Donc voilà, on a une vision positive du handicap et on voudrait un traitement positif du handicap dans nos établissements privés. Mais bien souvent, on n'a pas les moyens et on n'a pas suffisamment d'AESH qui travaillent, dans nos établissements et que parfois certains enseignants m'ont dit: «Bah, ouais, mais moi j'ai 3 AESH dans ma classe, c'est quand même compliqué déjà avec des classes qui sont, très chargées». Voilà, il y a tout un environnement d'accueil du handicap qui doit être repensé et on a besoin de moyens. Je vous rappelle quand même que dans les établissements privés, on n'a pas de jauge maximum pour les classes et moi encore hier, j'ai rencontré des enseignants qui me disaient: «Mais moi j'ai 37 élèves dans ma classe». Donc 37 élèves avec 3, 3 élèves à besoins particuliers, c'est carrément, ingérable. Donc il faut se donner les moyens de vérifier les bénéfices de l'inclusion, et parfois, ses limites. Donc voilà pour l'inclusion, qui était un point important que je voulais aborder parce que c'est vraiment, important pour les enseignants. Hem, on n'est pas encore allé sur la charge mentale. Oui, alors effectivement sur le temps de travail, heu et la perception des familles, heu, dans les établissements privés aussi, on a une intrusion de plus en plus grande de la vie, professionnelle dans la vie personnelle avec les logiciels de notes, les mails que les parents envoient aux enseignants, que les enfants, les élèves envoient des mails aux enseignants à 1 heure du matin. Pour dire, «Au fait, ma note, là, j'ai regardé ma copie, c'est pas juste donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est quand même, voilà, une pente, difficile pour les enseignants. Il faut cadrer tout ça et cette histoire de déconnexion à partir d'une certaine heure des logiciels, de notes, ça me paraît pas une mauvaise idée. Voilà, merci beaucoup, ça valait le coup d'échanger. Alors, je finis sur cette partie sur le temps hebdomadaire consacré aux tâches hors face à face élèves. Bon, vous le voyez, on a 49 qui consacrent moins de 15 heures, 51 donc c'est du 50-50. Quand même 22 qui consacrent plus de 20 heures et quelque chose de contre-intuitif. Je vous ai dit précédemment que c'est dans les enseignants du primaire qui ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour corriger et préparer leurs cours et pour essayer de préparer leur, face à face avec les élèves et pourtant heu, ils nous déclarent, j'ai envie de dire presque honnêtement, moins d'heures que ceux du secondaire. Ils sont sur une moyenne, de 13 heures, mais on voit très bien et je le disais, hein, une tendance du salariat français, la question du temps consacré, est particulièrement, important et explique, non pas la baisse de motivation, mais un ferment, de stress et de sentiment de ne pas être à la hauteur parfois de son métier, notamment par rapport aux exemples, Valérie, que vous venez, de citer. Autre dimension,
plus spécifique cette fois-ci, au monde enseignant, le fait d'être confronté à des situations de violence dans son établissement. Alors la question, il faut toujours regarder à la source. Au cours des 2 derniers mois, donc une période assez récente, donc juin 2024, juin 2025, a-t-on été confronté à aux situations suivantes dans son établissement. Donc le fait d'avoir été confronté est minoritaire, mais bien sûr non négligeable et parfois j'ai envie de dire, heu, ça nous fait dire qu'on a des situations fréquentes, voire très répandues, des violences de la part de parents d'élèves et la hiérarchie, je trouve, elle a son importance et elle est complètement en ligne avec ce que vous venez de dire, Valérie, à l'histoire du mail à 1 heure du matin, si un collègue me fait ça, je suis pas content. Alors, un enfant par rapport à un enseignant, 36 36 et 16 plusieurs fois. Donc c'est le chiffre peut-être, à retenir. Symboliquement 3 points de plus que pour les violences de la part d'élèves, mais de la part d'élèves, enfin 20 plusieurs fois. Enfin, on est vraiment, voilà, ça monte Dominique Bernard, Samuel Paty, c'est des cas ultimes, mais ça s'inscrit dans un continuum de perte, de respect, de légitimité du statut d'enseignant qu'on peut bousculer, qu'on peut interpeller et voire parfois qu'on peut, violenter. Alors, du côté des parents d'élèves, c'est moins fort en Île-de-France et moins fort dans les lycées, agricoles, par définition, qui sont plus souvent en Île-de-France. Heu, 17 de violence de la part du corps éducatif. Alors je ne vois pas très bien à quoi ça peut, correspondre. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le terme violence? Comment dire? C'est, bien sûr, une autre étude qualitative. Je vous renvoie à l'enquête que l'IFOP a fait pour le CNAL en 2023, c'était sur la laïcité et on voyait les situations de violence liées à cette question et au contenu, des enseignants que ça pouvait générer auprès des élèves, par rapport à d'autres professeurs et par rapport, aux parents d'élèves avec là aussi le manque de soutien. Donc justement sur la laïcité, 22 moins en Bretagne et moins en primaire, mais à un niveau, très élevé, ont été confrontés à des atteintes à la laïcité et ce chiffre est d'autant plus intéressant et peut-être minoré qu'on sait très bien que maintenant, il y a une forme d'intériorisation de ne pas, en parler, de ne pas le déclarer, d'accepter des situations qui auraient été sur des contenus de cours, sur le fait d'enseigner tel ou tel sujet, qui avant auraient été inacceptables et auraient été, verbalisés. Donc 56 des enseignants a été confrontés à au moins une situation, de, violence, plus dans le primaire que dans, le secondaire. On a quand même quelque chose de particulièrement, fort et qui est peut-être au cœur de la perte de motivation et ça a un impact, bien sûr, sur sa santé, mentale, hein et avec quelque chose aussi en beaucoup plus fort que l'enquête CFDT dont je parlais, menée par mes amis de Verian. Est-ce que ça a un impact, négatif sur sa santé, mentale? Alors bon, poser la question, c'est vrai qu'elle est peut-être pas neutre, c'est du quantitatif, j'ai toujours, une prudence avec celle-là, mais que 45 disent oui, c'est particulièrement fort. Que ce soit majoritaire auprès des personnes qui ont le sentiment de ne pas être soutenues par la direction, donc qui vit un sentiment d'isolement face aux élèves, face à tous les incidents qu'ils peuvent connaître et puisque c'est moins fort chez les moins de 35 ans, j'ai pas le chiffre, mais Julie pourra vous le donner, c'est plus fort chez les enseignants, les, plus, âgés et je fais une petite parenthèse, un institut est souvent, le réceptacle de tendances sociales et sociétales. Ça fait 1 an ou 2 qu'on a quasiment plus de demandes pour des études sur le climat et ça fait quand même 6 mois, 1 an qu'on a énormément de demandes sur la question de la santé mentale, à travers des dimensions protéiformes. Auprès des jeunes, on va travailler là-dessus dans quelques semaines, auprès des salariés, dans la société. Comme politique publique, ça montre que à notre petite échelle, on voit très bien que c'est une tendance qui monte et qui n'est pas, je pense, l'apanage, de la question des, enseignants. Alors une des conséquences, est-ce qu'on a, hem vécu une demande de mutation ou de, reconversion. Enfin, moi, je trouve que le chiffre de 48 de personnes, je le répète, c'est du déclaratif, c'est une perception. On peut dire: «Oui, j'envisage une reconversion» et ne jamais la faire, hein. C'est la tentation, de Venise qu'ont, toute une série de professions, dont les enseignants. Mais quand même, ce 48 qui envisagent, une, reconversion, ça atteint, 60 chez les plus anciens, ceux dont vous parliez Valérie, qui, dépassent la cinquantaine, mais c'est même 59 chez les 35-49 ans, 23
l'ont déjà fait et pour une mutation, c'est également, particulièrement élevé, c'est majoritaire, même si mutation et reconversion sont des choses, différentes. Un élément quand même encourageant, les plus jeunes sont très nombreux à ne pas avoir demandé ni mutation, ni reconversion, même s'ils sont aussi à un niveau non négligeable. Mmh. Merci. Alors effectivement, ça demande aussi, une petite mise en contexte, de nos connaissances syndicales. Le fait d'être confronté à des situations de violence, c'est un chiffre énorme. C'est-à-dire, heureusement, bon, c'est pas une majorité, mais quand on parle de violence, c'est un chiffre énorme. On voit, comme je vous l'ai dit, précédemment, qu'il y a un certain nombre de violences qui sont de la part des parents et ça, je veux dire, c'est aussi la pression scolaire. C'est-à-dire que, les enfants doivent réussir et si les enfants ne réussissent pas, bah, les parents en veulent aux enseignants et il peut y avoir d'énormes pressions scolaires qui, enfin, pour vous donner un exemple, il y avait moi, j'ai même connu, une enseignante du primaire, en CP, les des parents voulaient, l'attaquer en justice, ont fait, toutes sortes de démarches pour l'attaquer en justice parce que leur enfant ne savait pas lire à la fin du CP. Donc, on peut atteindre des et ça, c'est un niveau de stress énorme, parce qu'un une enseignante qui fait son travail, qui arrive à mener voilà et tous les enfants n'ont pas le même rythme et d'être accusé comme ça et potentiellement poursuivi en justice pour ça, c'est une violence, énorme. De la part d'élèves aussi, bah, je vous rappelle que l'enseignement, privé n'est pas du tout, exclu des cercles de violence qu'on voit dans la société. Je rappellerai, l'assassinat de notre collègue Agnès Lassalle, à Saint-Jean-de-Luz. Je rappellerai, pas plus tard que l'année dernière, qu'une élève a été, poignardée et tuée dans son établissement privé à Nantes et donc cette violence est tout à fait, présente. Voilà, l'école privée n'est pas du tout un sanctuaire. Il se passe la même chose que, ailleurs et voilà, c'est quelque chose dont il faut, s'emparer bien sûr. Je ne parle pas des violences sexuelles qui, sont ressorties, suite à l'affaire Betaram, mais i voilà, on peut vraiment légitimement, penser que l'école privée a pu être un lieu, privilégié de violence, dans son histoire. Il faut que pour nous que ça cesse. Les violences de la part du corps éducatif, hem, alors moi, je pense qu'on n'a pas posé la question des chefs d'établissement, donc peut-être que dans ce corps éducatif, il y a des chefs d'établissement et nous, on a quand même pas mal d'enseignants qui se plaignent, d'une violence managériale, hein, dans leur établissement, des chefs d'établissement, autoritaires qui mènent la vie dure aux enseignants. On en a, des exemples et en ce qui concerne les atteintes à la laïcité, également, c'est une problématique, qui nous voilà, qui nous préoccupe et qui nous occupe, auprès de l'enseignement catholique notamment. Je voulais faire un petit, focus, sur, la santé mentale des enseignants parce que, là, on voit que l'impact du travail sur la santé mentale est quand même un impact majoritaire, enfin presque majoritairement, négatif. 45 considèrent que leur travail a un impact négatif sur leur santé mentale, c'est-à-dire 10 points de plus quand même que la moyenne nationale des salariés français. 56 se sentent stressés et notamment les professeurs des écoles. Moi, j'avais entendu que l'année 2025, c'était l'année de la santé mentale, grande cause nationale. On en voit, les effets, pas du tout les réparations. Heu et le en fait, il y a, on a comparé ça avec, un sondage IFOP d'ailleurs, commandé par GHU, Groupe Hospitalier Universitaire sur les causes principales d'atteinte à la santé mentale, des travailleurs et voilà, cette enquête liste des causes qui sont toutes qu'on peut toutes appliquer au métier, d'enseignant, c'est-à-dire une charge de travail trop importante,
Et je vous l'ai dit, l'empilement des choses à faire, des matières nouvelles à enseigner, des changements de programme d'une année sur l'autre, des maths non, enfin bon bref, tout ça, charge de travail. 2e facteur, les incivilités, les tensions et les conflits sur les lieux de travail. On le voit ici, la violence est présente dans les établissements. Des exigences trop élevées, 3e facteur, des exigences trop élevées et effectivement pour les enseignants, avec de plus en plus d'atteintes, des f de d'attentes en fait des familles, avec, les attentes aussi sur l'inclusion, la pression, liée aux résultats, à Parcoursup, tout ça, c'est un facteur. On a également en 4e, cause, l'inadéquation des valeurs des salariés avec celles de l'entreprise et je pense que, heu, l'enseignant, devant le manque de reconnaissance et de considération dont l'institution scolaire fait preuve avec, les enseignants, ça rentre ici dans, l'inadéquation des valeurs des salariés avec celles de l'entreprise. Il y a une déconsidération et on le voit même très fort dans l'enquête avec, les enseignements professionnels agricoles, qui sont, très, très peu estimés. Bien sûr, un autre facteur, c'est l'instabilité et les changements organisationnels. Je ne compte pas le nombre de ministres de l'éducation qu'on a eu depuis 5 ans. Je sais même Fini. plus si c'est 5, 6, 7 et c'est pas fini. Donc et chacun vient avec, une bonne idée, hein. C'est pas une idée n'est pas enfin ça dépend. Mais l'idée est pas forcément mauvaise, mais voilà, une idée chaque année, une orientation chaque année. Voilà, c'est une instabilité. Voilà, l'éducation a besoin de temps long. On ne peut pas changer toutes les 5 minutes, c'est pas possible, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Heu, un autre facteur, c'est le manque d'autonomie dans le travail. Et vraiment, on peut penser aujourd'hui que la liberté pédagogique est mise à mal de réforme en réforme. L'expertise, des professionnels de l'éducation est sous-sollicitée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une évaluation nationale qui est, fabriquée en haut dans les ministères à chaque année, à chaque début d'année de primaire, et 2 fois dans l'année et en 5e maintenant et ça augmente et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'enseignant n'est plus, considéré par sa hiérarchie comme étant capable de, faire fabriquer lui-même une évaluation qui, est en accord avec l'enseignement qu'il a donné. Donc ça, c'est vraiment aussi ce manque d'autonomie fait, des enseignants voilà, juste de simples exécutants, et ça n'est pas, normal. Donc en fait, tous ces facteurs ne m'étonnent pas, font que je ne suis pas étonnée de l'impact négatif sur la santé mentale des enseignants, et c'est vraiment, je dirais, un problème c'est pas un problème, personnel. C'est un problème général. C'est un problème d'organisation du travail, hein. C'est pas on doit soutenir tel et les enseignants, un tel parce qu'ils souffrent. Ça veut dire qu'il faut transformer l'organisation du travail dans l'enseignement pour que tout le monde puisse trouver, une motivation, suffisante, pour, faire un bon travail. Voilà l'opinion de la fait. Troisième et dernière partie sur la reconnaissance et perspectives d'avenir. Et bon, bien sûr, hein, compte tenu du tableau pardon, que je viens de décrire, on a sans surprise des résultats, plutôt, insatisfaisants. La part des enseignants satisfaits de leur rémunération est de 30. Donc on est dans un chiffre extrêmement faible. 31 pas satisfaits du tout. Alors ça n'a pas été posé dans l'enquête CFDT, mais dans notre enquête IFOP, on a quand même une majorité, qui sont satisfaits. On est quand même 32 points en dessous. C'est quand même, voilà, c'est quand même très spectaculaire.
on a, objectivement des enseignants français, je crois par rapport aux données, OCDE où ils sont à la 25e place sur 30 si je ne me trompe pas. Vous connaissez ça mieux que moi, Valérie, vous corrigerez. Donc un chiffre très faible et ce fameux, ROI, c'est-à-dire est-ce que je suis bien payé pour le travail que je fournis? C'est encore moins bon puisqu'on passe de 30 à 22 et notamment, c'est un peu moins mauvais chez les jeunes et chez les hommes, chez les plus de 35 ans, on a 83 de, résultats négatifs qui sont mal payés pour le travail que, l'on, fournit et puis surtout, j'ai envie de dire le plus grave, c'est ce qu'on appelle le regard social et ce simple indicateur en bas de tableau, enregistre l'incroyable, j'ai envie de dire perte de prestige du métier dans la société. Alors quand j'écoute les exemples que vous racontez, les interpellations, d'enseignants, le manque de respect, 15 seulement considèrent que leur travail est suffisamment reconnu par, la société. C'est un peu plus chez les jeunes enseignants, mais 85 c'est bien sûr majoritaire, absolument, partout et il y avait eu 2 questions sur les enseignants professionnels agricoles, leur prise en compte par les politiques éducatives, voilà, ils apparaissent, hein, vous le disiez, comme les parents pauvres, comme les ouvriers, comme les oubliés, pardon, à 72 Idem pour la valorisation. On voit très bien, au cœur du malaise, ça j'enfonce une porte ouverte, ou plutôt j'objective quelque chose qui est dans tous les esprits. On a un problème de reconnaissance de ce métier, malgré effectivement des plans qui ont été annoncés par divers ministres, avant le covid, après, le covid. Mais, on sait très bien que les perceptions sont, très dures à faire bouger quand même. Objectivement, il y a eu quelques revalorisations ces quelques années. Il y a aussi la crise de l'inflation qui a eu aussi un effet dans l'ensemble du salariat et chez, les enseignants. Tout ça explique, qu'on n'ait que 44 des enseignants qui déclarent aujourd'hui faire toute leur carrière dans ce, secteur-là. Alors, c'est quand même beaucoup, c'est supérieur à la norme IFOP, mais voilà, l'image de l'enseignant, heu de la vocation ad vitam aeternam a quand même du plomb dans l'aile, pardon. Une majorité se projette dans le même type de poste à court, moyen ou long terme. Bon, vous le voyez, on a quand même, 28 qui se projetteraient encore pendant 5 ans, mais pas toute leur carrière. Là aussi, hein, comment dire? Le zapping, la volatilité du salariat d'un poste à l'autre, bah, pourrait toucher et touche, j'imagine, les enseignants du privé avec ce chiffre de 44 seulement, même si ce n'est pas rien, qui resteraient toute leur carrière. Alors là, on a fini l'enquête par du qualitatif, même si, ce n'était pas une enquête qualitative et quand je vois certains résultats des entretiens, approfondis que j'imagine, vous menez sur le terrain, doivent se trouver être particulièrement éclairants. On demande spontanément, sans suggérer de réponse, les principaux aspects du métier qui mériteraient d'être, améliorés et là, voilà, on a des constats très, très massifs. On a des scores très élevés. C'est rare que pour une question, ouverte ou très souvent, c'est pour ça que dans les sondages, on en fait peu. Ça papillonne, ça s'éparpille, ça part dans tous les sens. C'est absolument pas le cas. C'est d'abord, vous le disiez, hein, par rapport à vos 37 élèves, moins d'élèves par classe. Trouver de la stabilité, trouver de la sérénité, moins de changements, de programme. La question de la charge de travail, des charges administratives, bon, clairement, des conditions de travail, c'est rare dans un corps de métier que ce soit aussi, fort avec ça devance même la rémunération et la, reconnaissance. Sur les autres items sont un peu moins cités. Alors la santé, le bien-être et la sécurité cités par seulement 8 mais je le répète, c'est une question, ouverte qui est 8 spontanément qui est pensé à en parler, montre que c'est également un vrai, problème. Donc là, on a quelques verbatims que je vous laisse lire, d'enseignants que nous avons, interrogés sur la rémunération, sur les conditions de travail, hein, une femme de 59 ans en enseignement général secondaire. Les conditions de travail, c'est-à-dire avoir moins d'élèves par classe parce que plus de 35, c'est trop et on est très souvent au-dessus de 35. Avoir un peu plus de matériel aussi, l'aération est trop faible, les salles trop petites. Oui, la question aussi du réchauffement, climatique qui touche très fortement, les classes. On l'a vu au mois de mai, et juin. Donc on a tous ces verbatims-là que je vous laisse, lire et regarder. La question des familles. D'un côté, on a bien vu dans l'enquête, on les trouve plus présentes que par le passé à 42 ou 43. On ne juge pas ça illégitime, mais
ça crée une pression et j'imagine que de temps en temps, ça impacte fortement sur le bien-être, sur la charge mentale et sur la, motivation. Que les familles soient reconnaissantes de notre travail et n'envisagent pas l'école comme un produit, de consommation. On vient de faire une enquête qualitative auprès de Maire, MAIRES et on a exactement les mêmes verbatim. On est passé des citoyens aux citoyens consommateurs, aux citoyens j'ai droit, aux citoyens j'ai droit, je paye, alors que dans les faits, beaucoup ne payent plus, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation. C'est les propriétaires qui payent. Voilà, c'est pas notre sujet, mais là aussi, on a auprès de figures d'autorité, comme un maire, comme un enseignant, les mêmes difficultés et le même problème de reconnaissance. Je vous laisse Valérie pour conclure. Effectivement, mais c'est un problème. On le voit, hein, les 3, principales catégories, d'inquiétude, des enseignants, c'est les conditions de travail, la rémunération, la reconnaissance. Je vais dire un mot des rémunérations parce que c'est vrai que les rémunérations jouent un rôle, crucial dans l'attractivité du métier d'enseignant et en termes de reconnaissance, ici, on a tous les indicateurs qui sont dans le rouge et qui participent au sentiment de déclassement dont les enseignants nous parlent. C'est vrai qu'il y a eu quelques améliorations, en début de carrière, mais heu les 2 000 € net, en début de carrière, on n'y arrive pas, hein, on n'y arrive pas. Il faudrait m'expliquer comment et sur les fiches de paye, on ne le voit pas et puis, les négociations sont au point mort aussi. Heu i On avait, dans les tuyaux l'année dernière une revalorisation, des milieux de carrière, qui n'étaient pas vraiment les milieux de carrière, c'était juste après le DU, mais bon, et même ces mesures qui étaient mineures, ont été enterrées au mois de juin lors de l'élaboration du budget. Il faut aussi, savoir, c'est une donnée importante de mécontentement par rapport aux rémunérations, que dans l'enseignement public, on a 9 de contractuels, c'est-à-dire de non titulaires. Dans l'enseignement privé, on est à plus de 20 d'enseignants, non titulaires, c'est-à-dire, heu, contractuels, payés sur une grille, qui est beaucoup moins élevée que celle des titulaires et aussi dont les conditions de travail peuvent être, détériorées par leur, statut, hein, mis en danger parce que, bah, voilà, comme on n'est pas obligé de vous reprendre l'année prochaine et ben, on vous demande de faire, tout et n'importe quoi. Donc voilà, ce baromètre, finalement, ne nous étonne pas parce qu'il, parce qu'il en fait, montre les chiffres de ce que nous, rencontrons, tous les jours, sur le terrain, ce qui mérite d'être, amélioré dans l'enseignement. Je vais, voilà, on prendra les questions tout à l'heure, mais je vais, laisser Damien, évoquer maintenant, la question, du supérieur privé. Alors, bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, la raison d'être des syndicats, c'est d'abord et avant tout de s'occuper, travailleuses et travailleurs, ici de la formation et de l'enseignement privé. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Le mot est faible. Il y a une petite poignée d'années, j'ai reçu un appel d'une enseignante du supérieur privé qui était en souffrance. On l'a aidé quelques mois avant de trouver des débuts de solutions. Une fois de plus, à la rentrée, c'était pour la troisième année, consécutive, elle s'est retrouvée avec un avenant de travail avec, beaucoup moins d'heures à faire, au profit, d'autres personnes, payées à la facture, en libéral qui venaient d'extérieur. Ces bulletins de salaire, elle ne les comprenait pas, elle n'avait jamais la même somme, parfois en négatif et de toute façon, comme elle ne voulait pas signer cet avenant de contrat, on lui refusait de payer son salaire. Les, élèves, ne s'y retrouvaient pas. Puisque tous les cours n'étaient pas donnés, il y avait des problèmes de logistique, des collègues, vous imaginez, se montaient en arrêt maladie. Certains demandaient une rupture rupture, conventionnelle. D'ailleurs, l'une d'entre elles, son rendez-vous, elle l'a eu entre Noël et le jour de l'an, histoire que les syndicats ne puissent pas l'aider. Grâce à la CFDT, nous avons des ressources et pareil, il y avait, d'autres, freins, à l'installation des syndicats, un refus de mettre un panneau syndical et cetera.
Pour les étudiants, et j'ai posé beaucoup de questions, ils ne pouvaient pas avoir toutes les heures de cours. Certains s'étaient révoltés, il y avait même une grève d'étudiants, parce qu'ils payaient assez cher cette formation et ils voulaient avoir leur examen. Ici, c'était un BTS, donc il y a quand même des exigences, nationales à ce sujet. C'est un exemple parmi tant d'autres, hélas, et nous en avons, plusieurs en stock, d'autant qu'on est, les premiers syndicats dans l'enseignement, supérieur privé. On a fait part, d'un ensemble de ces exemples en novembre, 2023, devant une commission, d'enquête sur, les abus du lucratif, privé qui a donné, lieu au rapport Follest-Descamps qui est sorti en mai 2024. Hem Par la suite, il y a eu, d'autres, projets de loi, propositions de loi pardon, qui sont venus, se greffer, je pense au projet, de messieurs Grégoire, Lossuc ou même, du sénateur, Piednoir récemment. La plupart de ces propositions, de loi, axaient et c'était la bienvenue, sur la protection des étudiants. Heu Récemment, au mois de juillet, donc le ministre a fait un projet de loi sur la régulation, de l'enseignement supérieur privé, axé lui aussi, essentiellement sur la protection des étudiants, avec des droits de rétractation, de 3 semaines avant la rentrée, par exemple, et aussi une régulation, au niveau de Parcoursup, création, du partenariat ou des agréments pour les établissements. Alors nous avons été auditionnés, au mois de juillet, pour, le ministre, heu bon, on soutient plutôt ce projet de loi et on aimerait qu'il continue, et qu'il passe devant les assemblées prochainement. Mais pour nous, il faut qu'il soit enrichi. Parce que certes, la protection des étudiants est importante. Il faut retravailler et c'est ce que nous demandons, au niveau de Parcoursup, qu'il y ait beaucoup plus de visibilité, pour que les étudiants puissent, s'inscrire et le projet de loi, va dans ce sens. Mais ça n'empêche, que, les méthodes, commerciales du lucratif privé, qui détournent, les étudiants de Parcoursup ne sera pas réglé par ce projet de loi. Donc c'est pour ça qu'on demande, à ce qu'il y ait, des formations, notamment des enseignants, heu, ici du sous-contrat sur cette question, du supérieur, qui puisse, donner, aux élèves, aux lycéens une orientation éclairée. D'ailleurs, nous avons été auditionnés, sur l'émission Flash de l'Assemblée nationale sur l'orientation. Le rapport est paru en juillet, au être consulter si vous le souhaitez. Mais la protection des étudiants n'est pas suffisant. La FED-CFDT demande aussi, un contrôle, plus important, au niveau des diplômes, qui sont, offerts, dans, la plupart de ces écoles. Parce qu'on s'est rendu compte et on pourrait en discuter longtemps, qu'il y a des arnaques aux diplômes, des locations de titres. Bon, on va pas s'étaler hélas, vous savez suite à un livre récent, il y a eu pas mal d'exemples dans la presse. Mais ce qu'on demande aussi, et c'est notre troisième axe, c'est un contrôle des fonds publics dans les, établissements de l'enseignement supérieur privé. Alors essentiellement ceux issus de l'apprentissage. Voilà. On estime qu'il est, inadmissible, que des établissements, comme celui que j'ai cité puissent avoir des fonds publics et qu'il est inadmissible, que, le ministère puisse donner, des agréments, des accréditations à des établissements, et dans les conditions, de mon exemple de tout à l'heure. Et le dernier axe, c'est que ce soit les parlementaires ou le ministère n'en parle jamais, c'est, dans la légifération, j'allais dire, heu du supérieur privé, on prenne en compte les conditions de travail des salariés. Et pour la fin de cet été, on va même plus loin, on propose que ce soit des critères, par exemple, pour la labellisation de, Qualiopi ou des critères, pour l'affectation de fonds publics. Alors, ce que nous proposons, c'est de prendre en compte un certain faisceau d'indices, pour se rendre compte, si les conditions de travail des salariés, sont bonnes ou mauvaises. Alors, on pourrait partir de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et s'il y a trop effectivement d'enseignants à la facture, c'est qu'il y a un problème. S'il y a trop de ruptures conventionnelles, de licenciements, de congés maladie, on l'a vu dans mon exemple, c'est pas normal. S'il y a un turnover aussi des effectifs et c'est anormal. S'il y a, trop de CDD, de CD2I, c'est anormal aussi. Et si, le dialogue social est insuffisant, dans mon exemple, c'est très flagrant, si on refuse les syndicats, si on refuse le dialogue social, si on refuse des rendez-vous avec les syndicats, de mettre des panneaux syndicaux,
Donc on refuse de mettre en place, des CSE, c'est inadmissible et d'ailleurs si, on fait tout pour qu'il y ait pas de liste syndicale aux élections et qu'au final, même quand il y a des syndicats ou des délégués syndicaux, on refuse de faire des accords et on signe finalement, heu, des accords qui n'aboutissent pas, c'est inadmissible aussi. Lorsqu'on parle, on a parlé au ministre, ou aux parlementaires, de ces faisceaux d'indices à prendre en compte, heu, ton ont souvent montré très intéressés. Le problème, c'est que ça ne peut pas passer par une loi, mais plutôt, hem, par, des corpus réglementaires et pour nous, c'est un vrai combat et c'est notre ligne principale, heu heu, qui a finalement aussi du sens parce qu'il y a un lien et on l'a vu, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, entre les conditions de travail des salariés et la qualité, des formations données. Si les conditions de travail sont mauvaises, c'est que la direction, elle n'a pas comme objectif premier er la qualité de la formation qui sont données aux étudiants. Merci Damien. Et voilà, les derniers points, focus de cette, conférence de presse avant de prendre vos questions, c'est, la mise en place de l'EVARS, dans des établissements d'enseignement privé. Nous avons, fait également, une enquête, mais une enquête, qualitative, je ne sais pas si le terme est exact, un spécialiste à côté de moi. Mais, voilà, on a interrogé un certain nombre de nos, délégués syndicaux dans des établissements gros, petits, parisiens, en province et cetera. Et puis on a essayé de mesurer un petit peu comme ça une température, parce que, la FEP-CFDT tient beaucoup à, la mise en place de ce programme, d'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le S, je le rappelle, n'étant que pour le collège et le lycée. Avant, il n'y a pas de S. Donc on a travaillé, en collaboration d'ailleurs avec, la CFDT éducation, formation, recherche publique, heu et on s'est appuyé, sur des expériences riches, des personnes, spécialistes et on a vraiment, pu, collectivement écrire un programme ambitieux et un programme qui est un beau programme, hein. Et le vote de ce texte à l'unanimité, au CSE et Conseil supérieur de l'éducation est une victoire syndicale à plusieurs titres. D'autant que c'était une demande de notre part, ce programme contraint l'ensemble des établissements scolaires à le mettre en œuvre, aussi bien publics que privés, le même programme, sans influence, de caractère propre ou sans influence dogmatique ou confessionnelle. Et ce programme invite à comprendre, à identifier les émotions et celles des autres. Il apprend la relation à l'autre, à savoir s'y investir, interagir. Il aborde la relation au groupe, comment se construit une relation avec ses pairs. Et il facilite l'apprentissage du corps, de son corps, du corps de l'autre. Et il permet de lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les LGBTI-phobies. Et donc, on a pu, vraiment travailler sur ce programme et y apporter des notions fondamentales comme, la notion de consentement, de la diversité des familles, des corps, des orientations sexuelles, et l'importance d'un relationnel bienveillant et inclusif dans les dynamiques de groupe. Bien sûr, pour nous, ce programme, c'est vraiment une façon, de lutter contre les formes de violence et de discrimination et de stéréotypes de genre. On le voit, les violences dans les établissements commencent souvent par une discrimination, par un harcèlement, par une mauvaise relation, à l'autre, qu'il soit, un enfant ou un adulte. Et ce programme justement apprend, à maîtriser tout ça et pour nous, c'est important et en plus, ça répond exactement à, la maladie de l'école qu'on identifie. Mais, il faut le dire aussi, on a des inquiétudes, dans la mise en place de ce programme parce que, déjà dans le processus de de dialogue social, on a été pollué par, une sphère, politico-médiatique
des fake news, qui a invisibilisé les notions fondamentales, et insisté sur, l'orientation sexuelle du programme, l'identité de genre, qui est faux. Je veux dire, toutes ces personnes qui ont peur du programme de Devars ne l'ont simplement pas lu. Et certains aussi ne l'ont pas compris et certains font semblant de ne pas le comprendre parce que ça arrange leurs intérêts politiques. Heu, on a cette inquiétude-là, c'est que vraiment la première inquiétude, c'est que remonte encore cette façon de rejeter le programme. En plus, dans les établissements, c'est vrai que c'est compliqué et ça va être compliqué dans le public comme dans le privé parce que, il faut faire 6 heures de plus, dans l'année, sans enveloppe, sans dotation horaire, sans créneau dans les emplois du temps, sans abondement de poste et sans baisse de la pression programmatique, concernant les autres matières donc voilà, c'est un beau programme, il faut le faire mais voilà, ouais, encore là, pas de moyens. Notre inquiétude aussi se porte sur, la façon dont les réseaux privés sous contrat confessionnel vont, appliquer ou pas d'ailleurs ces programmes et parler globalement de l'EVARS. Du côté de l'enseignement catholique et dans le contexte des révélations de violences, dans les établissements, de l'affaire Betaram, le secrétariat général de l'enseignement catholique a voulu rassurer et assurer qu'ils seraient vraiment vigilants quant à la bonne mise en œuvre des programmes. Il nous l'a encore, répété, il y a quelques jours, à l'anniversaire de Florent Méris et le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, tient absolument à, ce que le programme soit mis en place. Cependant, on voit quand même sortir de ce même, SGEC, des notes d'information, partagées en fin d'année scolaire où on invite les établissements de ces réseaux à utiliser les temps en dehors du face à face, en classe pour diffuser une vision chrétienne de l'éducation à la sexualité, basée exclusivement et essentiellement sur la complémentarité filles-garçons. Donc, on va être très, très attentif à ce que, voilà et ce soit pas dévoyé, et notre organisation, sera vigilante au fait que l'ensemble des moments qui aborderont les VARS entrent bien dans la ligne des programmes, dans l'obligation de l'ensemble des établissements scolaires à s'inscrire dans la transmission des valeurs de la République. Heu, les, hem les retours qu'on a des établissements en ce tout début d'année scolaire, voilà, en général, le jour de la pré-rentrée, on évoque les nouveautés, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Dans bien des établissements, on n'a pas du tout parlé des VARS. Dans d'autres établissements, ça a été évoqué comme un sujet à traiter et qu'on allait en parler, peut-être, enfin, il faut voir. C'est pas très clair. On a remarqué en fait, une tendance, c'est que les établissements privés catholiques ont tendance à, sous-traiter le traitement, de l'EVARS à des associations. Alors des associations, comme, Cycle Chaud, XY, qu'est-ce qu'il y a avec le et voilà, il y a des associations qui sont quand même très, très, traditionnalistes, catholiques, voire plus, et qui vont en fait faire le programme des VARS. Mais le programme des VARS, il doit être fait avec les enseignants, parce qu'il y a effectivement ces 6 heures, de cours à faire, là-dessus, mais il y a aussi dans les autres matières, il faut aussi imprégner les autres matières de ce climat, de vie, affective et relationnelle et les établissements privés, voilà, ont un petit peu peur. Je dois reconnaître aussi que j'ai entendu la même chose dans les établissements publics. Parce que beaucoup d'enseignants, en fait, sont pas formés et ils craignent un petit peu voilà, des questions des élèves, de là où ça les amène. Est-ce qu'après tout, ils sont compétents pour, détecter certaines situations, répondre à d'autres situations? Ça, c'est aussi une inquiétude des enseignants, mais ça voilà, nous, on espère que ce programme va être repris. Alors moi, j'ai une petite ironie du sort, c'est que, c'est que l'établissement dans lequel ça marche le mieux,
C'est, un gros établissement parisien dont je tairai le nom, mais qui a été l'objet de beaucoup de de bruit et de fureur. Et ben, figurez-vous que le directeur dans cet établissement, à l'après-rentrée, a dit que, bien sûr, les VARS devaient, figurer, heu, au programme de l'établissement. Il a chargé, des professeurs de matières différentes, de réfléchir aux séances, et cetera. Vraiment, il a fait tout dans les clous. Ce qui prouve quand même, et ça je suis content de le dire, c'est que notre action, eh ben, elle marche. C'est-à-dire que quand on, dénonce, des abus, dans un établissement ou dans un autre, et que, on attire aussi la sphère médiatique, parce que sinon, voilà, si on dénonce tout seul, on n'est pas très audible, mais si les médias relaient, eh bien ça fait évoluer les choses. C'est-à-dire que des établissements qui étaient à la limite de l'homophobie aujourd'hui, bah, font, une sorte de rédemption puisque nous sommes chez les catholiques pour, se mettre dans les clous, et voilà, donc c'est la preuve que les contrôles, et la transparence et l'exposition de ce qui ne va pas, bah, permet, d'améliorer la situation. Voilà. Bah, je vais conclure, faire une petite conclusion générale, pour la FEP, voilà, nous avons des attentes pour l'enseignement privé. Notre résolution, notre nouvelle résolution aussi qu'on pourra, vous donner, nous engage à faire de la réflexion sur les évolutions et les perspectives de l'enseignement une priorité. Au cœur de cette priorité, et pour aussi, répondre à l'enquête aux résultats de l'enquête qu'on a faite, l'amélioration de la qualité de vie à l'école, qualité de vie pour les élèves et pour les personnels. Hem, D'ailleurs, on travaille en ce moment sur les rythmes scolaires et le bien-être des élèves, mais aussi c'est important pour nous de garantir la liberté pédagogique des enseignants et de, retrouver un métier d'enseignant qui soit, véritablement un métier, de création. On souhaite aussi encadrer l'intégration de l'intelligence artificielle. Et en ce qui concerne les carrières des enseignants, s'assurer du respect des droits et conquérir de nouveaux droits. Notamment, on l'a vu, il y a pas mal d'enseignants qui veulent changer de carrière, faire des reconversions, hein, ça s'est mesuré. Et nous, on voudrait développer des passerelles parce que finalement, un enseignant dans l'enseignement privé sous contrat a peu de possibilités, d'autres carrières puisqu'on n'est pas vraiment des fonctionnaires, et puis, favoriser un accompagnement des fins de carrière aussi, ça nous paraît important, et lutter contre la précarité, de trop de nos personnels. Pour nos collègues de droit privé qui travaillent aussi dans les établissements, nous demandons des augmentations salariales à hauteur de leur engagement et des nécessités du pouvoir d'achat. Je finirai par dire que la FEP-CFDT appelle, avec l'interprofessionnel et l'intersyndicale, à la grève le 18 septembre, sur, le même mot d'ordre que la confédération et l'intersyndicale. Nous voulons des moyens à hauteur des missions des services publics, et on a vu qu'ils sont, nombreux, des mesures pour lutter contre la précarité, heu, on en a aussi dans les établissements privés, et renforcer la solidarité. Des investissements dans une transition écologique juste, parce que ça touche aussi nos établissements. On a vécu des moments de canicule à la fin de l'année, qui sont, voilà, qui ne peuvent pas, ne pas trouver de solution. Et puis, une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Voilà, je vous remercie. Si vous avez, des questions, on les prend. Oui? Parmi nos revendications, il y a le respect du protocole sur la laïcité sociale, enseigné à la Papendiaï, dont vous craignez qu'il ne soit pas respecté. Vous avez le sentiment qu'on n'est peut-être pas respecté. Donc là, j'aimerais en savoir plus. Sur la laïcité, on le voit, les atteintes à la laïcité à l'occasion des arts, c'est plutôt du
du côté catho tradi qu'on a des atteintes à la laïcité et pas du côté musulman. Faut caricaturer les choses, faut présenter de façon un peu caricaturale. Et puis, dernier point, vous avez un peu pesté contre les évaluations nationales standardisées. Je voudrais savoir ce que vous avez comme sentiment sur leur sérieux scientifique. Alors, sur la mixité sociale, alors il est vrai que nous avions signé un protocole avec, le ministre, monsieur Papa Ndiaye, sur la mixité, mais un protocole qui était à minima puisqu'il n'était pas du tout contraignant sur, la mixité dans les établissements, privés. C'est quelque chose que, voilà, c'est toujours une revendication pour nous et l'enseignement catholique a changé de secrétaire général. J'en ai parlé avec monsieur Guillaume Prévost de cette histoire de mixité. Il me semble ouvert à la question. Donc je c'est pas du tout, ça n'est pas du tout enterré pour la FEP en tout cas. Nous allons, essayer de renégocier, avec des pouvoirs publics, et l'enseignement catholique notamment, un accord, en tout cas des dispositions qui soient, qui aillent dans ce sens, hein. Et je pense que vraiment, j'ai senti, du secrétariat général, une ouverture qu'il y avait moins auparavant. Voilà, donc pour la mixité. Sur la laïcité, alors effectivement, bon, la laïcité, elle est mise en cause, parce que le caractère propre en fait, c'est une notion, sur laquelle tout le monde ne s'entend pas. Donc heu, les établissements catholiques, d'ailleurs, ils l'ont affirmé, ils veulent être vraiment catholiques. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit au dernier conseil national, il faut affirmer notre identité catholique parce que ça n'est pas en étant moins catholique qu'on sera plus accepté. Voilà le raisonnement, je vous laisse juge du raisonnement, mais bon. Et effectivement, la laïcité, elle est en cause lorsque, le caractère propre déborde dans l'établissement, déborde du cadre dans lequel il doit être, contenu, c'est-à-dire, en dehors des heures de cours, en dehors des fonds publics, en dehors aussi d'une obligation. Je veux dire, il ne faut pas oublier la liberté de conscience des enseignants, et des élèves. Alors après, vous dire que, les atteintes à la laïcité ne sont que dans les établissements catholiques, je ne le crois pas. J'ai des exemples dans d'autres, établissements, juifs notamment. Et et je dirais que, voilà, on ne va pas opposer, les confessions les unes aux autres. C'est que, pour avoir un contrat avec l'éducation nationale, pour nous, à la FEP, on considère qu'il faut respecter un certain nombre de règles, et que les valeurs de la République et respecter la laïcité dans le cadre, heu de l'établissement privé, c'est important, et c'est pour ça que nous avons soutenu les contrôles. Et en fait, s'il y a eu des dérives, hein, s'il y a encore des dérives et si ça ne va pas, c'est parce que, l'administration n'a pas du tout, d'une part, souvent entendu, nos plaintes, parce que nous, sur le terrain, on relève, des manquements à la laïcité, heu l'administration, ne réagit pas forcément. Et puis, il faut qu'il y ait, des contrôles, quoi, voilà. Et je pense que la mise en place de contrôles des établissements, est de nature, comme je donnais l'exemple tout à l'heure avec les VARS, de nature à, faire, rentrer les gens dans les clous. Quand vous me parlez des atteintes à la laïcité, vous ne parlez pas, comme dans le public, des atteintes à la laïcité du fait des élèves. Effectivement, c'est pas une problématique, qui voilà, qui est venue jusqu'à nous jusque-là. C'est pas la même chose, hein. Nous, c'est, l'organisation de l'établissement catholique qui déborde, où et voilà, il y a des messes obligatoires, des choses comme ça. Non, le fait qu'il y ait de la part des élèves un un refus de la laïcité dans les programmes qu'on aborde en classe, je ne voilà. Oui, c'est pas
c'est pas énorme, on va dire. C'est pas un problème, global, c'est peut-être encore très marginal. Voilà. Sur les évaluations nationales, heu, votre question c'était, est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce que c'est sérieux? Ben non, c'est une vaste tartufferie, me disait un adhérent. Une vaste tartufferie parce que, voilà, c'est déconnecté, de la réalité des enfants. Ça demande, je crois, beaucoup de travail aux enseignants de retranscrire, quelque chose qui est écrit à la main sur un ordinateur. Enfin bon, c'est dans le détail, c'est vraiment, absurde, quoi, et c'est une sorte de délire d'évaluation que qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez compris, justement, on parlait au départ du plan local d'évaluation. Alors, ça veut dire quoi, justement, cette dimension de plan local? Alors, ce qu'on a compris, c'était par établissement, en fait. L'équipe pédagogique d'un même établissement doit se concerter pour savoir, finalement, quel, coefficient on accorde à, chaque note pour éventuellement, heu, hem, décider de travaux communs dans l'établissement qui seraient notés sur les mêmes barèmes. Voilà, mais c'est à l'échelle de l'établissement, et donc si c'est pour, réparer, les écarts, sur, les bulletins scolaires de Parcoursup, du bac, c'est là, ça n'a pas d'intérêt, quoi, puisque à l'intérieur d'un établissement, on peut avoir un système local qui est totalement, différent d'un autre établissement, et ça ne permet pas de réguler un petit peu les marges, des notes. Donc pour nous, enfin, on voit pas ce que ça peut apporter. On comprend ce que ça peut apporter de négatif, c'est-à-dire vraiment de tout standardiser. C'est-à-dire que tous les profs, d'une école vont faire les mêmes contrôles avec les mêmes coefficients, avec, les mêmes objectifs, donc c'est une atteinte à la liberté pédagogique, hein, mais pour nous, c'est mortifère pour la profession. Moi, j'ai une question pour la VG sur le supérieur et le BG. Euh, il prévoit notamment la possibilité, enfin, le droit de tarification des étudiants sur les transports avant la rentrée sans frais, ce qui peut déstabiliser le budget, certains matins aussi nous non plus. Comment vous positionnez par rapport à cette police? Nous, notre point de départ, c'est plutôt, on va pouvoir partir à Parcoursup. En fait, le fait que les inscriptions peuvent piéger des étudiants. On parle de Parcoursup, tout à l'heure, madame Ginet a parlé effectivement de la chose complexe qui est Parcoursup, on comprend pas bien et cetera, et les élèves qui ont le moins de chances d'avoir leurs vœux sont les élèves qui sont le plus en difficulté, et c'est vers ces élèves-là que vont les établissements, privés supérieurs lucratifs en disant: «Vous inquiétez pas, vous n'avez pas passé pour Parcoursup, vous nous donnez telle somme maintenant, la place, il y en a pas beaucoup, tous les procédés commerciaux que l'on connaît, et donc vous aurez votre place». Ils ont pas de problème sur Parcoursup, sur la complexité et cetera. Et puis une fois qu'ils ont payé, l'argent, de toute façon, ils vont la perdre, d'accord? Et s'ils se rendent compte à un moment donné qu'ils sont en train de se faire arnaquer, ils sont piégés. Donc la rétractation, elle est aussi là pour ça, pour protéger les étudiants par rapport, aux défauts de Parcoursup, et le projet de loi, du ministre qui a ses vertus, n'arrivera pas pour le moment, s'il n'est pas enrichi, à contourner ce problème-là. Parce que même si dans Parcoursup, c'est le projet, il y a que des établissements, partenaires ou agréés, les non, agréés, et non partenaires existeront toujours. Ils ont toujours les mêmes procédés commerciaux, envers des étudiants, et si, ni les familles, ni les enseignants, ni les psychologues d'ailleurs pour, nos collègues du public, ne sont alertés à ces pratiques commerciales, le problème ne sera pas résolu. Si je peux ajouter, quelque chose, c'est en fait, on s'est rendu compte que, pour, certaines familles, pour certains étudiants, le fait, d'être en dehors de Parcoursup, bah, ça supprimait un stress, et donc c'est un argument de vente pour ces formations qui disent: «Vous n'aurez plus besoin de passer par Parcoursup, venez chez nous». Et ça, c'est quelque chose que voilà, que même la loi, si elle passe, n'arrivera pas, à endiguer. La façon de corriger, ça, c'est peut-être que les enseignants et les personnels d'orientation qui conseillent les étudiants, en fait, ils soient au courant de ces choses-là, et puis aussi que Parcoursup est un algorithme un peu moins mystérieux et
avec plus de justice. Et c'est un sujet qui est délicat, mais qu'il faut quand même aborder parce que, nous, on voit aussi par rapport hem, à l'argent public qui sont donnés, y compris dans ces établissements lucratifs. Donc on se dit, si on fait un meilleur contrôle ou si on conditionne cet argent public à des critères, on l'a dit, de conditions de travail et cetera, on va amoindrir le choc puisqu'il y a peut-être des filières ou des établissements qui vont fermer. En même temps, ça veut dire quoi s'il y a des établissements qui ferment ou des filières qui ferment? Bah, il y a des étudiants qui, soit en cours d'année, soit, en fin d'année, qui vont se retrouver, sans rien. Donc nous, on propose justement, que la loi, prévoit leur réintégration dans d'autres écoles et à l'inverse, on a des collègues puisque on est un syndicat, on est là pour ça, qui risquent de se retrouver en réduction d'heures, voire au chômage s'il y a des filières ou des établissements qui ferment et la loi, elle doit aussi, heu, garantir quelque chose pour eux, heu et voilà. Parce que, pour le dire autrement, désolé et c'est ni contre les collègues, ni contre les étudiants, mais pour certains établissements de lucratifs privés, faut faire le ménage. Si j'ai bien compris, tu n'avais pas de crainte sur la diffusion en interne du document du secrétaire général d'enseignement catholique sur l'éducation affective et la c'est sûr. Alors, bien sûr, nous sommes, inquiets, de ces documents, hein. En fait, on considère que, le programme EVARS existe et que, l'enseignement catholique, a voulu faire un programme, EARS, avec un nom différent, pour, l'accommoder, à ses croyances. Pour nous, non, ce document n'a pas valeur, programmatique, hein, si l'enseignement catholique, c'est un programme bis, ça n'est je pense que les enseignants, en tout cas, sous contrat de nos établissements n'y sont pas soumis. Il y a un programme officiel, on suit le programme officiel. Le reste, voilà, si c'est en dehors des heures de cours, si c'est avec le consentement des familles, ça peut se faire. Mais pendant les cours, il y a un programme officiel et il y a pas de programme bis. C'est la En fait, si on regarde ça, donc on estime que les enseignants doivent appliquer le programme. Si effectivement l'établissement, et ça dépend de l'attention, veulent plutôt un programme bis, comment vont se positionner les enseignants? C'est délicat. D'autant que les heures EVARS vont se faire généralement en dehors des heures de cours, pas toujours intégrées. Et donc en fait, quelque part, il faut aussi que l'administration fasse son travail, notamment sur le corps d'inspection. Souvent les inspecteurs vont venir pour inspecter des heures de cours. Mais c'est des heures qui sont faites en dehors, sur un programme, on va dire, transdisciplinaire. Bah, il faut aussi, qu'il y ait des inspections dessus ou tout du moins, lorsque les corps d'inspection, viennent dans les établissements, normalement ils le font, mais il faudra qu'ils fassent particulièrement les l'EVAS dans les établissements privés sous contrat. C'est-à-dire qu'ils regardent aussi toutes les éducations A. C'est-à-dire, il pourra inspecter, par exemple, un professeur d'histoire géo, bah, il va dire: «Bah, qu'est-ce que vous faites vous, concernant l'EMI, concernant, l'histoire des arts, les différents parcours éducatifs et les VARS?» et cetera. Pour essayer de sonder et de voir ce qu'il en est. Des inspecteurs d'ailleurs peuvent aussi voir des équipes, de matière et peuvent aussi discuter avec la direction nécessairement puisqu'il y a des entretiens. Et donc c'est aux grandes inspections, à l'administration aussi d'essayer, à mon sens, de sonder et de faire le travail. Donc nous, on fait aussi confiance à ce corps d'inspection. C'est tous ensemble qu'on va réussir. Ça fait aussi partie des contrôles, d'établissement. S'il y a des contrôles d'établissement et notamment pour le contrat d'association, il faut que les programmes soient appliqués. Donc il faudra que les VARS en fassent partie. Heu, donc pour le moment, on ne fait pas de procès de l'intention, on va voir comment ça se passe. Moi, j'avais une question concernant les instituts justement des enseignants. Est-ce que la baisse démographique fait partie, alors je sais pas, peut-être dans les entretiens libres que vous avez dû conduire, des inquiétudes des enseignants? Parce qu'on voit quand même effectivement des établissements, les effectifs des classes de CP, ben, sont très faibles par rapport à et avec des départs de CM2 très importants. Donc est-ce que ça, les profs le voient nécessairement? Est-ce que Oui, effectivement, c'est le problème démographique, c'est une source d'inquiétude, parce que, nous craignons de perdre des postes d'enseignants dans les années, à venir. Or, comme on l'a déjà dit, hein, l'enseignement privé est quand même sous tension. Il y a dans des établissements des classes, avec énormément d'élèves.
Les classes où il y a de moins pas beaucoup d'élèves, c'est les classes de la ruralité aussi et c'est pas notre souhait que l'enseignement privé, quitte totalement, la ruralité pour se concentrer dans les centres-villes. Donc pour nous, cette baisse démographique, c'est une chance, pour l'éducation parce que on souhaite qu'il n'y ait pas de moyens en moins. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de moyens en moins, on pourra, améliorer les conditions de travail des enseignants, on pourra améliorer les conditions d'enseignement des élèves en ayant, des classes moins chargées, notamment et en ayant des moyens en plus pour faire, mieux, ce qu'on fait, à l'arrache, en tension actuellement. Donc, c'est une inquiétude si ça amenait une diminution de postes, bien sûr et la fermeture d'écoles. Bon, bah, s'il y a plus de questions, peut-être on va se quitter là. Vous pouvez bien sûr, rester en contact avec nous. Je peux répondre à toutes vos questions, dans les couloirs et mes camarades aussi, si vous voulez quelque chose de plus précis sur un domaine. Oui? Très bien. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci. Merci Julie, merci pour l'enquête.